La première balle quitte le canon à 250 pieds par seconde. Emma Thorne Caldwell la regarde s'arquer à travers l'aube afghane, invisible pour tous, sauf elle. Dans son esprit, elle suit chaque millimètre de son voyage. La montée à travers l'air mince des montagnes. La dérive lorsque le vent latéral attrape la chemise en cuivre. L'attraction inévitable de la gravité. L'attirant vers la terre, vers un homme qui ne sait pas qu'il est déjà mort. 5 secondes de temps de vol, 5 secondes de mathématiques parfaites. Le commandant taliban tombe comme une marionnette au fil coupé. Christ tout-puissant. La voix du commandant Jack Morrison coupe le silence du matin, rude comme du gravier. Où diable as-tu appris à tirer comme ça? Emma ne quitte pas son œil de la lunette du créneau. Son doigt bouge avec une efficacité exercée, actionnant le verrou de sa Remington 700, chambrant la cartouche suivante. Même maintenant, même avec la cible abattue, elle scanne les secondaires, les menaces, le prochain problème à résoudre. Mon grand-père, monsieur, sa voix est calme, clinique. Sergent d'artillerie Robert Caldwell, Marine Scout Sniper, Corée, novembre 1952. Morrison baisse ses jumelles. 52 ans, 28 ans dans les équipes. Et il vient de regarder quelque chose qu'il ne pensait pas possible. Le télémètre sur son gilet indique 1850 mais plus d'un mile dans des conditions de vent qui feraient plier bagage à la plupart des tireurs d'élite. La femme à côté de lui, 1,60 m, cheveux blonds, attachés en chignon réglementaire. Des yeux verts qui ne semblaient jamais scier, juste comme si c'était un entraînement au tir. Corée. Morrison dit qu'il connaît cette guerre, son propre père y a servi. Est rentré avec des cicatrices de gelure et des histoires qu'il n'a jamais rassées. Votre grand-père devait être quelqu'un de spécial. Il l'était. Emma se retire enfin de la lunette, sa joue portant la légère empreinte de la crosse. Il m'a tout appris. Avant de mourir, il m'a fait promettre que je serais meilleur que bonne. Il a dit que bon te fait tuer dans ce travail. Morrison l'étudie. Emma Thorne Caldwell, 27 ans, spécialiste JTAC de la Marine, contrôleuse d'attaque terminale conjointe, la personne qui coordonne les frappes aériennes, appelle la cavalerie et gère les communications. Un rôle de soutien, un rôle sûr, sauf que rien chez Emma Caldwell ne correspond à cette description. Sa veste est arrivée par les canaux il y a 2 mois, 3 ans à l'école de tireurs d'élite des Marines avant de passer à la Marine. Diplômée première de sa classe, qualifiée sur tous les systèmes d'armes à longue portée de l'arsenal. Puis elle a demandé une formation JTAC et tout le monde a pensé qu'elle abandonnait, se dirigeant vers quelque chose de plus facile. Ils avaient tort. « Rangez tout », dit Morrison. « Nous avons un briefing dans 30 minutes. » Emma est déjà en train de démonter son fusil, mouvement fluide et automatique. La Remington 700 disparaît dans son étui comme un secret que l'on range. Morrison la regarde travailler et pense au dossier de mission posé sur son bureau au Fort Wolverine. Opération Phantom Thunder, une cible qui les hante depuis des mois, et un tir que tout le monde dit impossible. 72 fois plus tôt, la salle de briefing à la base d'opération avancée Wolverine sentait le café, la sueur et ce genre particulier de tension qui précède une mauvaise nouvelle. Morrison se tenait à l'avant, les bras croisés, regardant son équipe entrer. 8 de ses meilleurs de l'équipe SEAL 5, ceux qui avaient été avec lui à Fallujah, à Ramani, à travers des missions qui ne figureraient jamais dans les rapports officiels. Le maître de première classe, Garrett McKenzie, est entré le premier, 40 ans, bâti comme un boxeur poids moyen, portant le fusil de sniper SR-25 de l'équipe, comme s'il faisait partie de son corps. Derrière lui, l'équipe d'assaut, le quartier maître de première classe Hartley, le briseur. Stevens et Martinez, armes automatiques. Le jeune Kowalski, le médecin qui avait sauvé 3 vies lors d'une fusillade le mois dernier. Et Emma, se glissant en dernier, prenant place à l'arrière, toujours en train d'observer, toujours en train de calculer. « Messieurs, commença Morrison, puis se reprit. Et quartier maître Caldwell, nous avons une cible.
Le projecteur s'est allumé en scintillant. Un visage est apparu à l'écran. Homme du Moyen-Orient, fin de la quarantaine, barbe épaisse, des yeux qui contenaient le genre de certitude qui le rendait dangereux. Khaled Dani, commandant taliban, nom de code les fantômes, responsable de 47 décès de la coalition au cours des 18 derniers mois. IED, embuscade, attaque coordonnée sur des convois de ravitaillement. Il est intelligent, il est prudent et il a été intouchable. Morrison a cliqué sur la diapositive suivante. Imagerie satellite d'un complexe dans la vallée de Peak, bâtiment en pierre groupé sur une crête. Les renseignements confirment qu'il est ici. Petit dispositif de sécurité, fortification minimale. Il pense qu'il est en sécurité grâce au terrain. Un autre clic. Carte topographique. Le problème est l'accès. La vallée est une zone de tir. Chaque approche est exposée. Nous ne pouvons pas nous approcher sans être déchiquetés. Mackenzie s'est penché en avant. Quelle est la portée depuis des positions d'observation possibles? 2800 à 3200 mètres. Morrison l'a laissé s'imprégner, à peu près. Quelqu'un a sifflé doucement. Mackenzie a secoué la tête. Commandant, c'est une distance théorique. Dans des conditions parfaites, peut-être. Mais dans la vallée de Peak, cisaillement du vent des montagnes, mirage de chaleur, altitude. Je connais les problèmes, chef. Avec respect, monsieur, je suis bon. Je suis vraiment bon. Mais à cette portée, dans ces conditions, la mâchoire de Mackenzie s'est contractée. C'est un coup de dé, pas un tir. Peut-être que j'ai de la chance. Peut-être pas. Peut-être que Danny bouge au mauvais moment et nous avons juste gaspillé notre seule chance. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde savait que Mackenzie avait raison. Le plus long tir de sniper confirmé de l'histoire était de 2400 mètres et quelques, réalisé par un sniper britannique dans des conditions quasi parfaites. Il parlait d'un demi-mile supplémentaire par-dessus. Commandant. La voix d'Emma, douce mais claire. Toutes les têtes se sont tournées. Elle s'est levée à avancer dans la lumière. Je peux faire ce tir. Un instant, personne n'a parlé. Puis Mackenzie rit. Pas cruel, mais incrédule. Caldwell, sans manquer de respect, mais ce n'est pas le champ de terre de qualification. Ce sont des conditions de combat. Je sais ce que c'est, chef. Les yeux d'Emma n'ont pas quitté Morrison. Le record confirmé de mon grand-père était de 286 mètres. Corée, hiver 1952. Nid de mitrailleuses ennemies. Premier tir à cette distance dans l'histoire du corps des Marines. Elle a fait une pause. J'ai dépassé cette distance plusieurs fois dans des conditions qui feraient paraître la vallée de Peak facile. Morrison l'a étudié. Vous êtes sérieuse? Oui, monsieur. Vous comprenez ce à quoi vous vous portez volontaire. Si vous manquez, Danny disparaît. Des centaines d'autres soldats meurent pendant que nous essayons de le retrouver. Le poids de chacune de ces morts repose sur vos épaules. Je comprends, commandant. La voix d'Emma n'a pas tremblé. Je comprends aussi que le chef Mackenzie vient de vous dire qu'il ne peut pas garantir le tir. Je le peux. Mackenzie s'est levé, 15 centimètres de plus qu'Emma, 2 fois son poids. Commandant, j'ai besoin de vous parler en privé. Tout ce que vous avez à dire, dites-le ici. Monsieur, elle n'a jamais fait ça au combat. C'est du personnel de soutien. Nous avons besoin de quelqu'un qui... Qui quoi? Emma l'a interrompu, qui a plus d'expérience à rater. La température de la pièce a chuté de 10 degrés. Morrison a levé la main. Caldwell, vous avez du crâne, je vous l'accorde. Mais le chef Mackenzie a raison sur une chose. Le combat est différent du champ de tir. Alors, voici ce que nous allons faire demain matin. 06 heures, je veux que vous soyez au parcours de qualification longue distance. 2400 mètres, conditions de combat aussi proches que nous pouvons simuler. Vous faites ce tir, nous parlerons. Emma a hoché la tête une fois. Oui, monsieur. Rompez. Cette nuit-là, Emma était assise seule dans son quartier, une boîte en contreplaqué qui se qualifiait à peine de pièces, avec un lit de camp, un coffre et une seule ampoule suspendue au plafond. Sur son lit de camp reposait un journal en cuir usé
et adoucie par l'âge et la manipulation. Les pages étaient jaunies, remplies d'une écriture serrée et de diagrammes techniques. Elle l'ouvrit avec précaution, la reliure craquant comme de vieux os. Sergent d'artillerie Robert Caldwell. Journal personnel. Corée 1952. Les entrées étaient rares, cliniques, des estimations de portée, des calculs de vent, des éliminations confirmées enregistrées avec le même poids émotionnel que des listes d'épicerie. Mais aux 3/4, le ton changea. 14 novembre 1952. J'ai fait le tir le plus long de ma carrière aujourd'hui. 286 yards. Observateur ennemi. Nord-coréen intégré aux forces chinoises. Je l'avais parfaitement dans ma lunette. 19 ans peut-être. Effrayé, tremblant. J'avais le tir. Conditions parfaites. Pas de vent. Image claire. Mon observateur le signalait. Prends-le maintenant. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Je l'ai observé à travers la lunette pendant 2 minutes complètes. Je l'ai vu réaliser que quelqu'un l'avait ciblé. Je l'ai vu faire le choix de courir au lieu de signaler notre position. Il a vécu. 40 hommes de mon unité ont vécu parce qu'il a couru au lieu de radio. Ils m'ont traduit dans cour martiale pour cela. Manquement à l'engagement. On dit que j'avais compromis la mission. Peut-être que oui, mais certaines décisions transcendent les ordres. Une certaine miséricorde vaut le coup. Le tir le plus difficile n'est pas le plus long. C'est de savoir quand ne pas le prendre. Emma a tracé les mots avec son doigt. Elle avait lu cette entrée une centaine de fois, mémorisé chaque mot. Son grand-père n'a jamais parlé de la Corée, n'a jamais raconté d'histoire sur la guerre. Il l'emmenait simplement au ranch chaque été pour installer des cibles à des distances impossibles et lui enseignait la mathématique de la mort. Tirer, c'est juste de la physique, Emma, disait-il, sa voix rauque de 60 ans de cigarette. Vitesse du vent, densité de l'air, effet Coriolis, dérive gyroscopique. Tu prends en compte chaque variable, tu fais le calcul, tu t'engages dans la solution. Tout le reste n'est que du bruit. Elle avait 8 ans la première fois qu'elle a tiré avec son Remington 700. Le recul l'avait jeté à plat sur le dos. Il avait ri, l'avait aidé à se relever, avait ajusté sa posture, l'avait fait réessayer. À 12 ans, elle surpassait les adultes lors des compétitions locales. À 16 ans, elle faisait des tirs que les chasseurs expérimentés qualifiaient d'impossibles. À 20 ans, elle savait qu'elle voulait être Marine. L'école de tireurs d'élite des Marines a failli la briser. Post-physiquement, elle était plus forte qu'il n'y paraissait, pouvait marcher 30 miles avec un sac plein. Elle transpirait à peine, mais les instructeurs ne voulaient pas d'elle là-bas. L'ont clairement fait savoir. Une femme à l'école de tireurs d'élite était une distraction, une faiblesse, un coup de pub. Ils lui ont donné toutes les raisons d'abandonner. Elle a été diplômée première de sa classe. Puis elle a été transférée dans la marine, a demandé une formation JTAC, et tout le monde a supposé qu'elle avait craqué, qu'elle ne pouvait pas supporter la pression, qu'elle se dirigeait vers quelque chose de plus sûr, de plus facile, de plus approprié. Ils avaient tort. Emma a fermé le journal, l'a rangé soigneusement dans son coffre. Demain matin, elle prouverait à quel point ils avaient tort. Elle s'est allongée sur son lit de camp et a refait les calculs dans sa tête. 1400 mètres, altitude, température. La Remington 700 dans ses mains, fabriquée sur mesure selon les spécifications de son grand-père, la lunette qui avait enregistré plus de 10 000 coups d'entraînement. Elle a fermé les yeux et a visualisé le tir, la cible en aval, l'arc de la balle, l'impact. Dans son esprit, c'était déjà fait. Le soleil n'avait pas encore franchi l'Hindoukouche quand Emma est arrivée au champ de thé. L'air était mince et froid, le gel s'accrochait encore au rocher. Morrison était déjà là, buvant du café dans une gourde en métal. Mackenzie se tenait à côté de lui, les bras croisés, le visage impénétrable. 4 autres SEALs étaient venus regarder. La nouvelle s'était répandue. Caldwell,
Le souffle de Morrison formait des nuages dans l'air du matin. Votre arme. Emma a ouvert la fermeture éclair de la mallette. La Remington 7.5 brillait dans la lumière de l'aube. Calibre 338 Lapua Magnum, canon personnalisé, munitions rechargées à la main. La lunette était une Night Force Attack Air 735X, réglage de la parallaxe bon jusqu'à 3000 yards. Le fusil de son grand-père, celui qu'il avait utilisé en Corée, reconstruit, amélioré, mais portant toujours le même numéro de série estampillé sur le boîtier il y a 60 ans. Cibles à 2400 milles, Morrison a pointé en aval. 20 variables de 8 à 12 mégapascales. La température reste 43 de rayon et monte. L'humidité est basse, vous avez 5 cartouches. Faites-les compter. Emma a hoché la tête. Elle a sorti un petit carnet et commencé à faire des calculs. Les SEAL ont regardé en silence pendant qu'elle travaillait, vérifiant le Kestrel, l'appareil météorologique accroché à son gilet, notant la direction du vent, la température, la pression barométrique. Son crayon bougeait rapidement sur le papier, les chiffres coulant comme de l'eau. Mackenzie n'a pas pu s'empêcher. « Qu'est-ce que tu calcules? » « Tout. » Emma n'a pas levé les yeux. La température affecte la densité de l'air. Une densité plus faible signifie moins de chutes de balles. L'humidité est minimale, donc ce n'est pas un facteur majeur. Le vent est le problème. Il tourbillonne est incohérent. Je dois attendre un schéma. Elle a cliqué sur son télémètre. Portée confirmée, 2,4 mètres, 7,87 pieds. L'altitude ici est de 7,400 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui signifie que nous n'avons pas besoin de la leçon de maths, a dit Mackenzie. Chef, la voix de Morrison contenait un avertissement. Laissez-la travailler. Emma a continué, le crayon grattant. Chute de balle à cette distance avec le 338 Lapua Magnum, tenant compte de l'altitude et de la température. 42,3 MOA. Minute d'angle. 1 MOA équivaut à environ 1 pouce à 100 yards. Donc à 2400 yards, 1 MOA équivaut à 24 pouces. Elle a levé les yeux, rencontrant le regard de Mackenzie. Cela signifie que si je me trompe, même d'un demi-MOA, je rate de 12 pouces. À cette distance, il n'y a pas de assez proche. Alors, comment tu en tiens compte? La pratique, la répétition. Connaître son système d'armes si bien qu'il devienne une extension de votre corps. Les mains d'Emma ont bougé vers le fusil, vérifiant l'action, le poids de la gâchette et acceptant que certaines variables ne peuvent pas être contrôlées. Il faut juste s'engager dans la solution et faire confiance à son entraînement. Elle s'est mise en position, fusil couché, bipied, corps étendu aligné derrière l'arme. Le soleil du matin a percé les montagnes, peignant la vallée d'ombre dorée. À travers la lunette, la cible était une petite plaque d'acier de taille humaine, à peine visible. Le vent se calme, murmura Emma, passant de 8 mpm à 6, puis 5. Le schéma se stabilise. Morrison a regardé à travers des jumelles. Mackenzie avait sa propre lunette, traquant la même cible. La respiration d'Emma est éteinte. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. Chaque respiration délibérée, contrôlée. Son rythme cardiaque est tombé de 70 battements par minute à 60, puis à 50. Une technique de méditation que son grand-père lui avait apprise, empruntée aux tireurs olympiques. Réglage de la lunette, dit-elle doucement, plus pour elle-même que pour quiconque. 42,3 MOA d'élévation. Vent de 6 mph à 2 heures signifie 4,8 MOA de correction de dérive. Ses doigts ont tourné les tourelles de la lunette. Clic, 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 chaque ajustement précis, mesuré. Prête, murmura-t-elle. Le monde se rétrécit au réticule. La cible était un point à cette distance, à peine distinguable des rochers environnants. Le doigt d'Emma a trouvé la gâchette, une pression nette de 3,5 livres, exactement comme son grand-père l'avait réglé. Elle a expiré à moitié, a retenu. Entre 2 battements de cœur, elle a pressé.
La Remington 700 a rugi. Le recul l'a frappé à l'épaule. Elle l'a absorbé. Est restée sur la cible et regardée à travers la lunette. 3 secondes de temps de vol. La balle tombe. Une hauteur d'homme monte à nouveau lorsque la trajectoire culmine, puis tombe vers la terre. Le vent latéral la pousse à droite. La dérive gyroscopique la tire plus loin. La gravité opère sa mathématique. La plaque d'acier a sonné comme une cloche. Plein centre. Sacré. L'un des cils a recommencé. Morrison a dit, Emma a cyclé le verrou. Chambré une autre cartouche. Respiré. Calculé. Cette fois, Mackenzie a signalé un changement de vent. Des rafales à 10 mm variables. Emma s'est ajustée. A attendu. Le vent était comme une chose vivante, poussant et tirant. Elle a regardé les drapeaux en aval et mesuré le mouvement et trouvé le schéma. Deuxième tir. Un autre coup. Les vents augmentent. Mackenzie a appelé. 12 à 15, compris. Emma a refait des calculs dans sa tête. Plus de corrections de dérive nécessaires. La cible dansait maintenant dans le mirage. La chaleur du soleil et le vent déformaient tout. Troisième tir, haut à droite de 6 pouces, ajusté. Morrison a dit, déjà dessus. Les doigts d'Emma ont bougé sur la lunette. Elle avait senti que ce tir allait mal au moment de la pression sur la gâchette. Savait qu'elle avait légèrement tiré. Petits ajustements. Respirer. Réinitialiser. Quatrième tir. Plein centre. Morrison a baissé ses jumelles. A regardé Mackenzie. La mâchoire de Mackenzie travaillait comme s'il mâchait des rochers. Commandant, un de plus. Rendez-le difficile. Morrison a hoché la tête. Caldwell, maintenez la position. Nous déplaçons la cible. 2 SEALs ont couru en aval. Ils ont repositionné la plaque d'acier, non seulement en la déplaçant latéralement, mais en la plaçant en angle, partiellement dissimulée derrière des rochers. Plus difficile à voir, plus difficile à toucher. Quand ils sont revenus en courant, Morrison a vérifié son télémètre. Portée maintenant 450 mètres. Vent en rafale à 18 miles par heure. Cible à un angle de 45 degrés. Il vous reste une cartouche. Emma s'est retirée de la lunette et, cligné des yeux, a éclairci sa vision et pris le Kestrel. Nouveau calcul. La cible inclinée signifiait une surface réduite, moins de marge d'erreur. Le vent était pire maintenant, inconstant, tourbillonnant dans la vallée. 90 secondes de calcul. Sa main a glissé sur le carnet, les chiffres coulant. C'est le tir, a-t-elle dit doucement. C'est celui qui compte. Elle s'est remise en position, a trouvé la cible à travers la lunette, à peine visible maintenant, juste une petite fente d'acier derrière la roche. Le vent était le chaos, soufflant, tombant, soufflant à nouveau. Elle avait besoin d'une fenêtre. Un moment de calme. 30 secondes se sont écoulées. 60. Morrison a déplacé son poids, impatient. Emma a attendu, la voix de son grand-père dans sa tête. La patience est plus importante que l'habileté. Tu peux être le meilleur tireur du monde, mais si tu le prends dans de mauvaises conditions, tu rates. Attends ton moment, il viendra. 90 secondes, le vent est tombé. 5 secondes de calme relatif, le doigt d'Emma est trouvé la gâchette. Expirer. Maintenir. Entre 2 battements de cœur serrés. La Remington a dit sa vérité. 4 secondes de vol. La balle a tracé son chemin à travers l'air du matin, montant son arc, combattant le vent et la gravité, et chaque force de la physique qui voulait la tirer vers le bas. La plaque d'acier a sonné. Pas en plein centre, mais un coup. Solide, confirmé. Incontestable. Morrison a lentement baissé ses jumelles, s'est tourné vers Mackenzie. Le chef Mackenzie a fixé la cible pendant un long moment. Quand il a parlé, sa voix était rauque. Commandant, elle a réussi tous les tirs sauf un dans des conditions qui m'auraient fait remballer mon fusil. Et ce dernier, en angle, cible variable, 20. Je ne l'aurais pas pris. Alors, elle est meilleure que moi. Mackenzie a regardé Emma, quelque chose comme du respect dans ses yeux.
Elle est meilleure que quiconque j'ai jamais vu. Morrison a marché vers l'endroit où Emma était toujours couchée, toujours en train de regarder à travers la lunette. Caldwell, debout. Elle s'est levée, le fusil sur le dos. Demain matin, 10h, nous faisons le briefing de l'opération réelle. Apportez ce fusil. Apportez le journal de votre grand-père. Apportez toutes les connaissances que vous avez sur le tir à longue portée. Le visage de Morrison était de pierre parce que vous êtes le tireur d'élite principal pour l'opération Phantom Thunder. Mackenzie est votre observateur, et si vous manquez, nous mourrons tous. Emma a claqué au garde à vous. Compris, monsieur. Rompez. Alors qu'Emma s'éloignait, la maillette de son fusil à la main, Mackenzie s'approcha de Morrison, gardant sa voix basse. « Monsieur, vous êtes sûr de ça? Vous venez de me dire qu'elle est meilleure que vous. » « Au tir, oui, mais au combat, chef. Je l'ai vu attendre 90 secondes pour le vent. La plupart des tireurs d'élite auraient forcé le tir, essayé de le faire. Elle a attendu que les conditions soient normales. » Morrison s'est tourné pour lui faire face. Ce genre de patience sous pression, c'est ce dont j'ai besoin. Pas le cowboy qui pense pouvoir vaincre la physique par la seule volonté. Mackenzie hocha lentement la tête. « Qu'est-ce que vous ne me dites pas? » Morrison sortit un dossier en carton de l'intérieur de sa veste. L'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, clairement prise de loin. Un homme caucasien, fin de la quarantaine, portant un équipement tactique. C'est classifié TSSCI, mais vous devez savoir dans quoi nous nous engageons réellement. Mackenzie étudia la photo. Qui est-il? Colonel Marcus Vance, ancien Delta Force, l'un des meilleurs tireurs d'élite que l'Amérique ait jamais produit. Record d'élimination, 349 mus, réalisé en Irak en 2007. Je me souviens avoir entendu parler de ça. Alors, quel est le problème? La voix de Morrison devint plate. Vance est passé dans l'ombre en 2009, déclaré AWOL, puis déclaré mort quand nous n'avons pas pu le trouver. Sauf qu'il n'est pas mort, il est vivant, travaillant comme conseiller mercenaire pour les talibans. Et c'est lui qui protège Khaled Dani. Les pièces s'assemblèrent dans la tête de Mackenzie. La mort blanche, le tireur d'élite qui en a tué 15 des nôtres. C'est Vance. Confirmé. Il y a 3 jours, la CIA a intercepté des communications. Vance est dans la vallée de Peak, entraînant des combattants talibans aux opérations anti-snipers, leur enseignant tout ce que nous lui avons enseigné. Donc, toute cette opération, Danny est secondaire. Danny est l'appât. Vance est la vraie cible. Les yeux de Morrison étaient durs comme de la pierre. La CIA veut qu'il soit éliminé discrètement. Pas de procès, pas de publicité, pas de questions sur la façon dont un héros américain est devenu un traître. Juste une balle de loin et un corps qui ne rentre jamais à la maison. Et vous envoyez Caldwell. Vance a été formé par la même doctrine que son grand-père. Il a étudié les méthodes de Robert Caldwell et essayé de les surpasser. Quand Vance a fait ce tir de 389 mètres, savez-vous ce qu'il a dit? Morrison a marqué une pause. Il a dit que c'était dédié à la mémoire du sergent d'artillerie Caldwell. A dit qu'il essayait d'honorer l'héritage. Jésus, Emma ne sait pas encore que Vance est américain, de sa connexion à l'héritage de son grand-père. Mais c'est elle qui doit faire ce tir. Morrison a fermé le dossier. Parce que si quelqu'un peut battre Vance à son propre jeu, c'est la femme qui a hérité du don de Robert Caldwell. Quand lui dites-vous, ce soir, briefing privé, juste elle, Morrison s'est retourné vers le phobie. Reposez-vous, chef. Demain, nous commençons la préparation de la mission et celle-ci va devenir moche avant d'être terminée. Ce soir-là, Emma était assise dans le bureau de Morrison. L'espace était à peine plus grand que son quartier. Mur en contreplaqué, un bureau en métal, une chaise qui avait connu des jours meilleurs. Morrison était assis en face d'elle, le dossier classifié entre eux. « Ce que je suis sur le point de vous dire ne quitte pas cette pièce, » commença-t-il. Emma hocha la tête. Morrison fit glisser le dossier. « Ouvrez-le !» Elle le fit, vit la photographie,
étudia le visage de l'homme, des angles durs, des yeux froids, l'attitude de quelqu'un qui avait passé des décennies dans les opérations spéciales. Colonel Marcus Vance, dit Morrison. Cela vous dit quelque chose? Ancien Delta Force, détenteur du record de la plus longue élimination confirmée. 389 mètres. Irak 2007. Emma leva les yeux. Pourquoi me montrez-vous cela? Parce que c'est notre véritable cible, pas Danny. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent légèrement. Vance est vivant? Il a été déclaré mort. Je sais, sauf qu'il est bien vivant, travaillant pour l'autre camp, conseillant les forces talibanes, leur enseignant des tactiques anti-snipers. C'est celui qu'ils appellent une mort blanche. Les implications frappèrent Emma comme un coup physique. Un Américain. Nous chassons un Américain. Un traître américain qui a tué 15 soldats de la coalition. Morrison s'est penché en avant. Vance a étudié le travail de votre grand-père. Quand il était à Fort Bragg, il a passé des mois à analyser chaque tir que Robert Caldwell avait jamais fait. Et lu chaque rapport, étudié chaque opération. Il était obsédé par l'idée de surpasser l'héritage Caldwell. L'esprit d'Emma s'emballa. Le tir de 389 mètres. Il l'a dédié à votre grand-père, a dit qu'il honorait la tradition. La voix de Morrison devint dure. Puis il a pris tout ce que nous lui avons appris et l'a vendu à l'ennemi. Alors non, Emma, ce n'est plus une question d'honneur. Il s'agit d'arrêter un traître avant qu'il ne tue plus d'Américains. Pourquoi moi? Parce que Vance pense qu'il est l'héritier de l'héritage de votre grand-père. Il pense qu'il l'a surpassé. Mais vous, Morrison la pointa du doigt, vous êtes la véritable héritière. Le sang, l'entraînement, le dévouement. Et si quelqu'un doit battre Vance à son propre jeu, ce doit être une Caldwell. Emma ferma lentement le dossier. Quelle est la ROE? Règle d'engagement, force létale autorisée, pas d'avertissement, pas de tentative de capture. La mission est une élimination pure et simple. Morrison manqua une pause. J'ai besoin de savoir si vous pouvez faire ça. Tuer des combattantes talibans est une chose. Tuer un Américain, même un traître, c'est différent. C'est une ligne que, une fois franchie, on ne peut plus revenir en arrière. Emma pensa au journal de son grand-père, l'entrée sur la miséricorde, sur le tir qu'il n'avait pas pris. Monsieur, mon grand-père a épargné un ennemi parce qu'il a vu quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. Un gamin effrayé qui a fait le choix de courir au lieu de se battre. Elle rencontra le regard de Morrison. Marcus Vance n'est pas ce gamin. C'est un tueur entraîné qui a choisi de trahir son pays, qui apprend à l'ennemi comment tuer plus d'Américains. Il n'y a rien à sauver là-dedans. Alors, vous pouvez faire ce tir? Je peux faire n'importe quel tir que vous avez besoin que je fasse. Emma se leva. Quand partons-nous? 04 heures demain. Briefing de mission complet à 05 heures. Insertion à 23h15. Morrison se leva également. Reposez-vous. C'est un long vol vers la vallée de Peach. Emma se tourna pour partir, puis marqua une pause. Commandant, puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit cela lors du briefing ouvert? Morrison fut silencieux un instant. Parce qu'au moment où l'équipe sait que nous chassons un Américain, tout change. Ils commencent à douter, à se demander s'il n'y a pas un autre moyen. La politique et l'éthique se mettent en travers de ce qui doit être fait. Il la regarda fixement. Mais vous deviez savoir, parce que lorsque vous regarderez à travers cette lunette à 3200 mètres, lorsque Vance sera dans votre ligne de mire, j'ai besoin que vous compreniez exactement qui vous tuez et pourquoi. Je comprends, monsieur? Bien, rompez. Emma a passé la nuit à préparer son équipement avec la précision méthodique d'un rituel. Chaque pièce d'équipement a été vérifiée, revérifiée, testée au tir ou utilisée. Les Remington 700 a été démonté, nettoyé, remonté. Chaque cartouche a été inspectée, pesée, mesurée.
Son Kestrel, l'appareil météorologique, a été calibré. Son télémètre a été testé sur des distances connues. À minuit, elle s'est permis un moment de doute. Assise sur son lit de camp, le journal de son grand-père sur ses genoux, elle se demanda ce qu'il en penserait. Approuverait-il? Verrait-il cela comme une justice ou juste une autre version de ce qu'il avait fait passer en cour martiale? Elle a retrouvé l'entrée. 14 novembre 1952. La relue une fois de plus. Le tir le plus difficile n'est pas le plus long. C'est de savoir quand ne pas le prendre. Mais son grand-père parlait de miséricorde, de voir l'humanité chez l'ennemi, de choisir de ne pas tuer quand tuer aurait été plus facile. Vance avait fait ses choix. Entraîné des Américains puis les avait vendus. Tuer 15 soldats qui faisaient confiance à leur entraînement, à leur équipement, à leur renseignement pour les garder en sécurité. Il avait choisi le profit plutôt que l'honneur, la cupidité plutôt que la loyauté. Emma ait fermé le journal. Une certaine miséricorde vaut le prix, avait écrit son grand-père. Mais certains choix renoncent au droit à la miséricorde. Elle ferait le tir. Pas pour la vengeance, pas pour la gloire, mais parce que c'était la bonne chose à faire, parce que laisser Vance continuer coûterait plus de vies américaines, parce que son grand-père lui avait appris non seulement à tirer, mais quand tirer et pourquoi. À 04h, elle était à la salle de briefing, prête. Morrison se tenait à l'avant, une carte de mission projetée sur le mur derrière lui. L'équipe est entrée. Mackenzie, Hartley, Stevens, Martinez, Kowalski, 2 autres SEALs qu'Emma connaissait de vue mais pas de nom. Tous des vétérans de combat, tous des hommes qui avaient vu le pire que la guerre pouvait offrir, et elle. Messieurs, quartier-maître Caldwell, c'est l'opération Phantom Thunder. Décollage dans 6 heures, les questions attendront la fin. Il a cliqué sur les images satellites. La zone cible est ici, vallée de Peak, province de Kunar. Objectif primaire, Khaled Denny, commandant taliban. Objectif secondaire. Il a fait une pause, puisant ses mots. Élimination de la cible de grande valeur. Nom de code Mort Blanche. Les yeux de Mackenzie ont vacillé vers Emma. Elle a gardé son visage neutre. Mort Blanche est un tireur d'élite ennemi. 15 éliminations américaines confirmées. Professionnel qualifié, extrêmement dangereux. Les renseignements confirment qu'il assure la sécurité personnelle de Danny. Cela signifie que nous ne traitons pas seulement avec des combattants talibans. Nous traitons avec quelqu'un qui sait exactement comment nous opérons. Morrison a cliqué sur des cartes topographiques. Insertion ici, 6 km de la cible. Mouvement de nuit sur un terrain difficile, 730 mètres de dénivelé. Nous établissons une position d'observation sur cette crête à 04h30. L'observation commence à l'aube. La ROI est tir libre sur toutes les cibles hostiles. Extraction via Black Hawk à la zone d'atterrissage désignée. Heure à déterminer en fonction de l'achèvement de la mission. Il a regardé directement Emma. Le quartier-maître Caldwell est le tireur d'élite principal. Le chef Mackenzie est l'observateur. La distance d'engagement est estimée entre 2800 et 3200 m. Des questions? Stevens a levé la main. Monsieur, ce sont des distances extrêmes. Quelle est notre solution de repli si le tir ne peut pas être fait? Il n'y a pas de solution de repli. Nous faisons le tir où l'opération est annulée et nous réessayons dans 6 mois en supposant que Danny ne disparaisse pas complètement. La voix de Morrison est devenue dure. 15 soldats américains sont morts à cause de Mort Blanche. Je ne suis pas intéressé à réessayer. Nous le faisons correctement. Nous le faisons maintenant. Nous le faisons une fois. Personne d'autre n'a posé de questions. Ils avaient compris. Ce n'était pas une discussion. C'était un briefing et les décisions étaient déjà prises. Équipez-vous. Nous partons à 10 heures. Rompez. L'équipe s'est dispersée. Emma s'est restée en arrière, vérifiant ses notes, effectuant les derniers calculs. Mackenzie s'est approché, gardant sa voix basse. « Tu vas bien? »« Je vais bien. Nous habitons à 3200 mètres. C'est au-delà de ton plus long confirmé. » Emma a levé les yeux vers lui.
Chef, avec tout le respect que je vous dois, chaque record commence par quelqu'un qui fait un tir qu'il n'a jamais fait auparavant. Mackenzie a presque souri. C'est juste, rappelle-toi juste, quand nous serons là-bas, je suis tes yeux et tes oreilles. Tu te concentres sur le tir. Je gère tout le reste. Compris. Il a commencé à partir, puis s'est retourné. Caldwell, pour ce que ça vaut, je suis content que ce soit toi qui fasses ce tir. Pourquoi? Parce que je t'ai vu attendre 90 secondes pour le vent. La plupart des tireurs d'élite ne peuvent pas faire ça. Ils s'impatientent, forcent le tir, ratent. Mais toi, il a secoué la tête. Tu as du sang-froid. C'est ce dont nous avons besoin là-bas. Après qu'il soit parti, Emma était assise seule dans la salle de briefing vide. La carte de la vallée de Peak brillait sur le mur, les lignes topographiques montrant les montagnes, la vallée, la distance impossible entre elle et la cible. Elle pensa à son grand-père, à la Corée en 1952, un jeune marin avec un fusil et un choix. Avance, obsédé par l'idée de surpasser un héritage qu'il ne comprenait pas vraiment. À elle-même, 27 ans, portant le poids de 15 Américains morts et d'un tir qui pourrait tout arrêter. Les mathématiques étaient claires. Portée, vent, température, humidité, effet Coriolis, dérive gyroscopique. Des variables qui pouvaient être mesurées, calculées, prises en compte. Mais il y avait une variable qui ne pouvait pas être quantifiée. Le moment où le métal rencontrait la chair. Quand une balle mettait fin à une vie. Quand une décision devenait irrévocable. Son grand-père avait choisi la miséricorde. Vance avait choisi la trahison. Emma Thorne Caldwell choisirait la justice. Elle ferma son carnet, jeta sa mallette de fusil sur son épaule et sortit dans le matin afghan. Le soleil se levait sur l'Hindu Kush, peignant les montagnes de teintes d'or et de sang. Quelque part dans la vallée de Peak, Marcus Vance observait le même lever de soleil, planifiant son prochain meurtre, entraînant la prochaine génération de combattants qui tueraient plus d'Américains. Dans moins de 24 heures, d'une manière ou d'une autre, cela prendrait fin. Emma n'avait jamais été plus certaine de quoi que ce soit dans sa vie. Le tir était déjà fait. Il ne lui restait plus qu'à le délivrer. Les rotors du Black Hawk battaient l'air comme le battement de cœur d'un géant, régulier et implacable. Emma était assise sur le siège de saut, sa mallette de fusil entre les genoux, regardant l'Hindu Kush défiler en contrebas. Les montagnes ressemblaient à l'épine dorsale d'une créature ancienne, déchiquetée et impitoyable. Des vallées creusées profondément, là où les rivières avaient passé des millénaires à tailler la pierre. 23h55, nuit noire, la cabine n'était éclairée que par des lumières rouges qui préservaient la vision nocturne, colorant tout le monde de nuances cramoisies. Morrison était assis en face d'elle, les yeux fermés, mais elle savait qu'il ne dormait pas. À côté de lui, Mackenzie vérifiait et revérifiait son équipement avec la précision obsessive d'un homme qui avait survécu grâce à son souci du détail. Les autres SEALs étaient silencieux, chaque homme enfermé dans son propre rituel d'avant-mission. Hartley murmurait des prières silencieuses. Stevens nettoyait son arme pour la 3e fois. Martinez regardait une photographie qu'Emma ne pouvait pas voir. Kowalski, le médecin, inventoriait une fois de plus son sac de premier secours, ses doigts se déplaçant à travers les bandages et les garrots comme un pianiste s'échauffant. 5 minutes, annonça le chef d'équipage. Les yeux de Morrison s'ouvrirent. Il regarda chaque membre de son équipe, établissant un contact visuel, obtenant l'approbation. Quand il arriva à Emma, il maintint son regard un instant de plus que les autres. Elle hocha la tête une fois. Prête, les Black Hawks vira brusquement, perdant de l'altitude. L'estomac d'Emma se souleva alors qu'il descendait les parois de la vallée, se précipitant à leur rencontre. Les pilotes volaient à très basse altitude, restant bas pour éviter la détection radar. À cette altitude, un faux mouvement, et ils peindraient le flanc de la montagne d'épave. Mais les pilotes étaient bons, les meilleurs.
L'hélicoptère s'est redressé, se posant sur un plateau rocheux avec à peine un choc. Avant que les patins ne touchent complètement le sol, Morrison était en mouvement, les signaux manuels clairs dans la lumière rouge. Emma a suivi Mackenzie, ses bottes touchant le sol afghan, l'arme prête, scannant les menaces. Le Black Hawk a décollé immédiatement, les rotors les balayant de sable et de gaz d'échappement. Puis il a disparu, englouti par l'obscurité, et ils étaient seuls en territoire ennemi. Le silence a envahi comme une présence physique. Aucun bruit de moteur, aucun bavardage radio, juste le vent et le son de 8 opérateurs respirant, ajustant leur équipement, se préparant à bouger. La main de Morrison s'est levée. Plus de signaux. Formation en diamant. Intervalle de 50 mètres. Discipline du bruit absolu. Ils sont partis. Le terrain était brutal. Des éboulis meubles qui glissaient sous les pieds, menaçant de les faire tomber. Des affleurements rocheux qu'il fallait escalader. Le dénivelé était éprouvant, 730 mètres sur 6 kilomètres, transportant des charges de combat complètes. Le sac d'Emma pesait 32 kilos. La mallette du fusil, 7 kilos de plus. Ses jambes lui brûlaient après le premier kilomètre. Elle ne s'est pas plainte, n'a pas ralenti, a juste continué à avancer un pied devant l'autre, respirant régulièrement malgré l'air raréfié. Mackenzie se déplaçait comme un fantôme devant elle, trouvant d'une manière ou d'une autre le chemin silencieux à travers les rochers. Emma a suivi ses traces, faisant exactement confiance à son expérience. Derrière elle, Hartley maintenait l'intervalle, l'arme prête, couvrant leurs arrières. 2 heures d'escalade, pas de conversation, uniquement des signaux manuels. Une fois, Morrison a levé le poing et tout le monde s'est figé. Le cœur d'Emma battait la chamade alors qu'elle scrutait l'obscurité à travers ses lunettes de vision nocturne. Le monde était rendu en nuances de vert, plat et surréaliste. Après 30 secondes, Morrison a bougé à nouveau. Fausse alerte. À 04h30, ils atteignirent la position d'observation. La crête était parfaite, un affleurement rocheux qui leur donnait des lignes de vue claires sur la vallée, tout en offrant couverture et dissimulation. Morrison positionna l'élément d'assaut plus en arrière, prêt à assurer la sécurité. Emma et Mackenzie se sont déplacés vers le bord de la crête, ont commencé à installer leur cachette. Mackenzie travailla rapidement, tendant le filet de camouflage, arrangeant les rochers pour créer une petite berme. Emma a déballé la Remington 700, l'a assemblée avec une efficacité exercée. Chaque mouvement était délibéré, silencieux. Le Barrett M82A1 sortit ensuite, l'arme de secours, un monstre de calibre .50 qui pouvait percer des blocs moteurs. Vérification radio. Morrison a murmuré dans son micro. Un par un, l'équipe a confirmé les communications. Emma a appuyé 2 fois sur son micro. Bien reçu, toutes les stations, Faucheur 6, nous sommes prêts. Maintenez la discipline du bruit. Caldwell, Mackenzie, commencez l'observation à l'aube. Tous les autres, repos par rotation. 4 heures de travail, 4 heures de repos. Emma s'est installée en position derrière la lunette de sa Remington. Ne pouvait rien voir encore, trop sombre, même avec la vision nocturne. Mais elle pouvait sentir la vallée en contrebas, pouvait sentir la distance. Elle a sorti son Kestrel, l'appareil météorologique, a pris des mesures. Température 43 degrés et en baisse. Vent calme pour l'instant, mais cela changerait avec le lever du soleil. Humidité faible, pression barométrique. Notant l'altitude, elle a ouvert son petit carnet, a commencé à enregistrer des données. Mackenzie la regarda, buvant de l'eau de sa gourde. « Comment tu te portes ?» murmura-t-il. « Bien. » Cette montée était un putain de Oui, c'était le cas. Il a presque souri. « Tu ne dis pas grand-chose, n'est-ce pas? » « Pas grand-chose à dire. » Emma a vérifié sa montre. 05 heures, 1 heure avant l'aube. « Chef, reposez-vous un peu. Je vais maintenir la garde. »« Tu es sûr? »« Je ne dors pas tant que ce n'est pas fait. » Mackenzie a étudié son visage dans l'obscurité, a hoché la tête. « Réveille-moi à l'aube et Caldwell ne fait rien d'héroïque.
On prend ça lentement, on prend ça intelligemment. Compris. Il s'est reculé de 3 mètres, s'est calé contre un rocher et s'est endormi en quelques minutes. Emma enviait cette capacité. Son propre esprit s'emballait, faisait des calculs, jouait des scénarios. Et si le vent était trop variable? Et si Vance ne se montrait pas? Et si elle ratait? Elle a repoussé ses pensées, s'est concentrée sur sa respiration, sur le moment présent, sur le fusil dans ses mains, dans la vallée en contrebas. La voix de son grand-père lui est revenue en mémoire, aussi claire que s'il était assis à côté d'elle. La peur n'est qu'une autre variable, Emma. Tu en tiens compte, tu t'y adaptes, tu passes à autre chose. Le tir ne se soucie pas de ta peur. La physique ne s'en soucie pas. Alors respire, calcule, engage-toi. Le ciel oriental commença à s'éclaircir. Pas encore le lever du soleil, mais le noir profond s'estompant et l'anthracite. Emma regarda la vallée émerger de l'obscurité comme une photographie en développement. Les bâtiments en pierre devinrent visibles en premier, puis les murs du complexe, puis les caractéristiques individuelles. « Chef, murmura-t-elle, première lumière. » Mackenzie était réveillé instantanément, se déplaçant pour se positionner à côté d'elle avec la lunette d'observation. Ensemble, ils balayèrent la zone cible. Le complexe était exactement tel que les photos des renseignements le montraient. Bâtiment en pierre de 2 étages, 3 plats, entouré d'un mur d'environ 2,4 mètres de haut. 4 gardes visibles sur les murs. Plus de mouvement à l'intérieur de la cour. 2 camions techniques. Des pick-up Toyota avec des mitrailleuses montées dans les bennes. « Portez », dit Mackenzie doucement. Emma utilisa le télémètre laser, veillant à ne pas laisser le faisceau frapper quoi que ce soit de réfléchissant. 2,47 mètres, 51 pieds. 20, elle vérifia le kestrel. 6 mètres variable. Direction variant entre 2 et 3 heures. Température 51 degrés, montant rapidement. Mackenzie prit des notes dans son propre carnet. OK, nous allons avoir un mirage de chaleur significatif dans environ 2 heures. La différence de température entre nous et le fond de la vallée va créer une distorsion. Emma hocha la tête. Elle en avait tenu compte. La fenêtre du matin serait la meilleure, après que la lumière soit suffisamment bonne pour voir clairement, avant que la chaleur ne s'accumule suffisamment pour faire scintiller l'air. Mouvement, dit Mackenzie. Balcon du 2e étage. Emma pointa le Remington sur la cible. À travers la lunette Night Force à fort grossissement, un homme apparut. D'âge moyen, barbu, vêtements afghans traditionnels, buvant dans une petite tasse. Du thé, probablement. « C'est lui, souffla-t-elle. C'est Danny. » Confirmé, cible identifiée. Mackenzie activa sa radio. Faucheur 6 à ombre 2, cible primaire repérée, balcon du 2e étage. La voix de Morrison revint, calme et contrôlée. Compris. En attente. Cherchons morte blanche. Emma a décalé son balayage, vérifiant les bâtiments environnants, les lignes de crête. Quelque part là-bas, Marcus Vance regardait, attendait. Elle le sentait, une démangeaison entre ses omoplates, la sensation d'être dans le collimateur de quelqu'un d'autre. « Chef, dit-elle doucement, il sait que nous sommes ici. »« Comment peux-tu savoir ça? »« Parce que c'est ce que je fais. Je mets la cible principale comme appât. J'attends que le sniper révèle sa position, puis je l'élimine. » Les yeux d'Emma ne cessaient de bouger, scannant, cherchant. Vance a étudié les tactiques de mon grand-père. C'était l'une d'entre elles. Mackenzie resta très immobile. « Tu dis que nous sommes dans son piège? » Je dis qu'il est assez bon pour prédire où nous allons établir notre surveillance, et il est assez patient pour attendre que nous nous engagions. « Faucheur 6, ombre 2, dit Mackenzie dans sa radio. Caldwell signale un piège anti-sniper possible. Demande la permission de nous déplacer. » Statique, puis Morrison. « Négatif, trop exposé pour bouger maintenant. Nous restons sur place. Trouvez Vance avant qu'il ne nous trouve. »
Emma a augmenté son rythme de balayage. Pas seulement les positions évidentes, les crêtes en face, les hauteurs. Vance saurait que celle-ci était évidente. Il se serait posté quelque part d'inattendu, quelque part avec des lignes de vue claires, mais sous un angle que personne n'anticiperait. Le soleil a franchi les montagnes. Une lumière dorée a inondé la vallée, dure et belle. Les ombres sont devenues tranchantes. Chaque rocher se détachait d'un relief aigu. Et puis elle l'a vu. Contact. Sa voix était à peine un murmure. Crête adjacente, 11 heures, 3100 mètres. Mackenzie a balayé avec sa lunette d'observation. Je ne vois pas. Cherchez le reflet du soleil. Il a une lunette. Et l'angle est dedans. Un éclair. Bref, juste une fraction de seconde. La lumière du soleil attrapant le verre. Je le vois. Mackenzie a soufflé. Jésus, c'est une sacrée position. Comment as-tu? C'est ce que mon grand-père aurait choisi. Emma était déjà en train de faire des calculs. Nouvelle portée, angle différent. Le vent serait affecté par les courants transversaux de la vallée. Portée de la cible secondaire, 3 mètres 36 pieds. L'esprit d'Emma s'emballa à travers la balistique. Une portée plus longue signifiait plus de chutes de balles, plus de dérive du vent, plus de temps pour que les variables affectent le tir. La 3,38 Lapua Magnum pouvait atteindre cette distance, mais la précision serait dégradée. La marge d'erreur se mesurait en pouces. J'ai le tir, dit-elle. Difficile mais réalisable. Ombre 2 à Fisher 6. Cible secondaire acquise. Crête adjacente, portée 3,12. Caldwell a le tir. Peut-elle le faire? Mackenzie regarda Emma. Elle le regarda en retour, parfaitement calme. Affirmatif, elle l'a. En attente, je vais... La transmission fut coupée. Pas de statique, juste le silence. Puis le son les atteignit. Un claquement sec résonnant à travers la vallée. Inimitable. Fusil de grande puissance. Contact. Quelqu'un cria. La voix de Morrison. Sniper. Tout le monde à terre. Le rythme cardiaque d'Emma monta en flèche. Elle a ajusté sa visée, essayant de localiser le tireur. Mais Vance avait déjà bougé. Elle le savait. Ce tir avait été fait depuis une position qu'il n'utiliserait pas 2 fois. Ombre 2 à Faucheur 6, rapport. Un coup tiré a manqué le commandant de peut-être 45 cm. Vance est mobile. Nous avons perdu le contact visuel. Emma a scanné frénétiquement. Où irait-il? Où irait-elle? La réponse est venue immédiatement. Plus près. Assez près pour que le prochain tir ne manque pas. Chef, il se repositionne pour améliorer son angle, probablement en réduisant la portée de 500, peut-être 800 miles. Cherchez des positions entre 2300 et 2500 mètres. Mackenzie a balayé la vallée avec sa lunette. Là, 10 heures, crête inférieure, j'ai un mouvement. Emma a décalé, a aperçu quelque chose, du tissu peut-être, ou la crosse d'un fusil. Puis plus rien. Je n'ai pas de tir clair. Il joue intelligemment, se déplaçant de position en position, ne s'exposant jamais. Mackenzie a activé la radio. Faucheur 6, ombre 2. Vance réduit la portée. Estimation 2400 mètres. Position actuelle, s'étendue, pas de tir clair. Compris, nous engageons les cibles dans le complexe. Nous subissons des tirs de plusieurs positions. Les forces talibanes avancent par 3 approches. La situation se détériorait rapidement. Emma pouvait maintenant entendre des coupes de feu, le claquement sec des M4, le bruit plus sourd des AK-47. Les combattants talibans les attendaient, positionnés pour les embusquer. Vance avait tout préparé à la perfection. Chef, vérifiez votre poche cargo droite. Mackenzie fronça les sourcils. Quoi? Vérifiez-le juste. Il baissa la main, sentit la poche. Son visage devint pâle, sortit un petit appareil, un téléphone satellite de fabrication chinoise. Certainement pas de l'équipement américain. Qu'est-ce que...
Vous êtes la taupe, dit Emma platement, ou quelqu'un vous a planté ça. Dans les deux cas, c'est comme ça que Vance savait que nous arrivions. Mackenzie fixa le téléphone comme si c'était une grenade dégoupillée. Je n'ai jamais. Commandant, nous avons un problème. Emma garda sa voix égale. Clinique. Le chef Mackenzie a un téléphone satellite qui ne fait pas partie de notre équipement standard. Quelqu'un a fourni des informations à Vance. La voix de Morrison revint, dure. Mackenzie, vous voulez expliquer ça? Monsieur, je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. Je ne l'ai pas mis là. Je n'aurai jamais. Plus tard. Pour l'instant, nous avons de plus gros problèmes. Vance est toujours actif et nous subissons des tirs de 3 côtés. Caldwell, pouvez-vous engager? Emma scanna désespérément. Vance était quelque part, se repositionnant, préparant son prochain tir. Chaque seconde où il était actif, son équipe était en danger. Elle devait le trouver. Le clouer au sol. Négatif. Tir clair. Il est trop bien dissimulé. Alors faites-le se révéler. La voix de Morrison avait une intensité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Ombre 2 à Faucheur 6, nous sommes de compromis. La mission est annulée. Les oiseaux d'exfiltration sont à 40 minutes. Maintenez la position. Restez en vie. Nous réglerons ça à la base. 40 minutes. Une éternité au combat. L'esprit d'Emma s'emballa sur les options. Ils étaient cloués sous le feu, avec un sniper hostile qui savait exactement où il se trouvait. La situation tactique se détériorait à chaque seconde. « Chef, dit-elle doucement, ce téléphone, quand a-t-il été planté? » Mackenzie avait l'air malade. « Je ne sais pas. Ça aurait pu être n'importe quand. Pendant l'équipement, pendant le vol, même pendant l'ascension. Je ne vérifie jamais cette poche. Elle est généralement vide. Vérifiez le journal des appels maintenant. » Son doigt trembla légèrement alors qu'il activait le téléphone. Il défila. Il n'y a qu'un seul numéro et il a appelé. La dernière transmission était... Il regarda sa montre, fit le calcul. 20 minutes avant notre insertion, des coordonnées de grille ont été envoyées. Le sang d'Emma se glaça. Quelqu'un à la FOB Wolverine les avait trahis. Quelqu'un connaissait l'opération, connaissait le point d'insertion, connaissait tout. Et ils avaient tout transmis à Vance. « Commandant, celui qui a planté ce téléphone est de retour à la base. Quelqu'un ayant accès à notre planification de mission. Quelqu'un qui connaissait nos coordonnées de LZ. » Silence radio. Lorsque Morrison parla à nouveau, sa voix était une fureur contenue. « Compris. Nous allons nous en occuper tout de suite. Concentrez-vous sur Vance. J'ai besoin de ce sniper à terre. » Emma est retournée à la recherche. Le problème était simple. Vance avait tous les avantages. Il savait où ils étaient. Il avait des positions préparées. Il était mobile alors qu'ils étaient statiques. La seule façon de le battre était de penser comme lui. Que ferait son grand-père? La réponse est venue. Changer le jeu. Arrêter de réagir. Commencer à forcer les mouvements. « Chef, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. » À quoi pensez-vous? Danny, il est toujours sur ce balcon, toujours en train de boire son thé. Vance le protège, ce qui signifie que Vance est positionné pour couvrir le complexe. Alors nous tirons sur Danny, forçons Vance à se révéler lorsqu'il essaie de riposter. Les yeux de Mackenzie s'écarquillèrent. C'est un appât. Vous vous faites vous-même appât. Nous nous faisons tous les deux appât, mais c'est la seule façon de le faire sortir. Les mains d'Emma étaient fermes sur le fusil. Nous prenons Danny. Vance perd son objectif de mission principale. Il devra nous engager directement ou risquer l'échec de la mission. Dans les deux cas, il révèle sa position. Et s'il vous tire dessus pendant que vous visez Danny, alors vous lui tirez dessus. Emma regarda Mackenzie directement. « Chef, je sais que vous n'avez pas planté ce téléphone. Je sais que vous n'êtes pas un traître. Alors j'ai besoin que vous soyez mes yeux pendant que je suis sur la cible. Pouvez-vous faire ça? » Quelque chose dans le visage de Mackenzie se durcit.
Le doute s'envola, remplacé par la détermination. Oui, je peux faire ça, répétons. Faucheur 6, ombre 2, nous engageons la cible primaire pour faire sortir la secondaire. En attente. Négatif, ombre 2, la mission est annulée, nous extrayons. Monsieur, si nous ne prenons pas Vance maintenant, il disparaît. 40 Américains de plus meurent pendant que nous essayons de le retrouver. C'est le tir. La voix d'Emma ne trembla pas. Je peux y arriver. Longue pause. Emma pouvait presque entendre Morrison peser les options. Finalement. Vous avez un coup, faites-le compter. Toutes les stations, feu de couverture à mon signal. Donnez à l'équipe de tireurs d'élite un peu de marge de manœuvre. Emma s'est installée derrière la Remington, a trouvé Danny dans la lunette. Il était toujours là, inconscient, regardant l'échange de tirs dans la vallée en contrebas, comme si c'était un divertissement. Portée de munitions 47 meubles. Vent maintenant 8 mètres/heure, passant à 10. Température 70 degrés et montant. Le mirage de chaleur commençait à déformer l'image. Elle a fait les calculs dans sa tête. Chute de balle à cette portée, tenant compte de l'altitude et de la température. 43,7 MOA. Et dérive 6,2 MOA à droite. Effet Coriolis 1 corn, MOA à gauche. Dérive gyroscopique 0,6 MOA à droite. Ajustement total 43,7 en hauteur, 6,7 à droite. Ses doigts ont tourné les tourelles de la lunette. Clic, clic, clic. Chaque ajustement précis. Les vents changent, dit Mackenzie. Maintenant 12 à ma rafales à 15. Emma a recalculé. Plus de corrections de dérive nécessaires. Les rafales étaient le problème. Incohérentes, imprévisibles. Elle a regardé la vallée, cherchant des schémas. Le drapeau du vent. Elle avait remarqué le mouvement de la poussière, la façon dont la végétation se pliait. Des schémas cycliques toutes les 7 à 8 minutes, dit-elle. Il y a une fenêtre de 30 secondes. Quand ça tombe à un 20 stable de 10, la prochaine fenêtre est dans 4 minutes. Compris. Je l'appellerai quand nous serons dans sa fenêtre. Emma a attendu, respirant régulièrement, son rythme cardiaque contrôlé. Dans sa vision périphérique, elle pouvait voir Mackenzie scanner avec la lunette d'observation, cherchant Vance, prêt à crier si le sniper ennemi se révélait. L'échange de tirs en contrebas s'est intensifié. L'équipe de Morrison engageait les combattants talibans, essayant de créer suffisamment de chaos pour couvrir le tir d'Emma. Des balles traçantes traçaient des arcs à travers la vallée. Le lourd martèlement du M1249 a martelé l'air. 3 minutes, dit Mackenzie. Emma a trouvé sa zone, l'endroit que son grand-père lui avait enseigné, où tout le reste disparaissait et seul le tir restait. Sa respiration a ralenti, sa vision s'est aiguisée. Le fusil est devenu une extension de son corps, répondant à la moindre contraction musculaire. 2 minutes, le vent commence à tomber. À travers la lunette, Danny a posé sa tasse de thé, s'est levé, a commencé à se tourner vers la porte. « Il bouge, dit Emma. 1 minute. Restez sur lui. » Danny a fait une pause et sorti un téléphone portable et passé un appel et gesticulé de sa main libre. Il était là, parfaitement positionné, mais s'il entrait, il perdrait complètement le tir. 30 secondes, Vance à 12, tombant à 10, 9, 8. Ça se calme. Le doigt d'Emma a trouvé la gâchette. 3,5 livres de pression. Lisse stable. Fenêtre ouverte, envoyée. Danny parlait au téléphone, animé, inconscient. Emma a expiré à moitié, est retenue. Son cœur a battu 1 fois, 2 fois entre les battements. Dans l'éternel moment de calme, elle a pressé. La Remington a rugi, le recul a frappé son épaule. Elle l'a absorbé. Est restée sur la cible à travers la lunette. 3 secondes de temps de vol. La balle montait son arc, poussé par le vent, tiré par la gravité, tourbillonnant à travers l'air qui s'amincissait à mesure qu'elle montait. À travers la lunette, elle a vu la tête de Danny partir en arrière. Il est tombé comme une marionnette au fil coupé,
Le téléphone a cliqueté sur le balcon. Touché. Mackenzie a soufflé. Bon coup, cible primaire abattue. Mais Emma était déjà en mouvement, ajustant sa visée, scannant pour Vance. Où est-il? Je n'attends pas. Contact, 11h30, crête inférieure, il se repositionne. Emma a pivoté le fusil, a attrapé un mouvement, a vu Vance clairement pour la première fois. Position couchée. Fusil de fabrication russe, tenue de camouflage Gilly. Il se préparait pour un tir de riposte. La distance était trop grande pour la Remington. Pas impossible, mais la précision serait dégradée. Elle avait besoin du Barrett. Changement d'arme. Ses mains bougeaient vite, poussant la Remington de côté, tirant le Barrett M82A1 vers l'avant. La bête de calibre 50 était destinée aux cibles matérielles, aux véhicules, aux structures légères, mais elle pouvait atteindre 4000 mètres si nécessaire. Elle a jeté le bipied, s'est installée derrière le fusil massif et trouvé Vance dans la lunette. Porté 3047 mètres. Il se prépare sur toi. Tu as peut-être 10 secondes avant qu'il ne tire. Emma a fait des calculs à la vitesse de l'éclair. La balistique du Barrett était différente. Balle plus lourde, trajectoire différente, mais elle connaissait cette arme, l'avait tirée des centaines de fois. Vance était presque prêt. Elle pouvait le voir ajuster sa lunette, trouver sa cible. La trouver, elle. Pas le temps pour la perfection, seulement le temps pour assez bon. Emma a ralenti sa respiration, et visé, et fait confiance à son instinct plus qu'à ses calculs pressés. Le Barrett a parlé d'une voix comme le tonnerre de Dieu. Le recul était énorme, la poussant en arrière, même calée contre le bipied. Le frein de Bush a dirigé l'explosion latéralement et une onde de choc qui a soulevé la poussière tout autour de sa position. À travers la lunette, elle a vu le fusil de Vance se désintégrer. La lunette a explosé dans une pluie de verre et de métal. Il a roulé de côté, se précipitant pour se mettre à couvert. « Touchez son arme !» a crié Mackenzie. « Il est aveugle !» Emma était déjà en train de recharger, chambrant une autre cartouche. Mais Vance bougeait vite, disparaissant derrière des rochers. Elle a tiré à nouveau. La balle de calibre 50 a fait éclater des morceaux du rocher qu'il utilisait pour se couvrir, mais il était déjà parti. Il s'est déplacé. Je l'ai perdu. Toutes les stations, Faucheur 6, cible primaire éliminée, cible secondaire engagée, statut inconnu. Nous nous replions vers la LZ. Bougez maintenant. Bougez vite. L'équipe commença à rompre le contact, tirant et manœuvrant par paire, créant de l'espace entre eux et les combattants talibans. Emma et Mackenzie rangèrent leurs armes avec une urgence contrôlée, démontant le poste d'observation, se préparant à bouger. Ombre 2, ici Faucheur 6, statut du téléphone satellite. Mackenzie regarda l'appareil toujours posé sur les rochers. Toujours là, commandant. Apportez-le. Nous allons découvrir qui nous a trahis. Ils sont partis, reculant le long de leur itinéraire d'approche. Les combattants talibans étaient désorganisés, sans chef, sans Danny. Mais ils étaient toujours nombreux, toujours dangereux. Des balles sifflaient, ricochant sur les rochers. Hartley ripostait par des rafales contrôlées, couvrant le mouvement de l'équipe. Emma portait la mallette de son fusil sur le dos, son arme à la main, scannant les menaces. Ses jambes brûlaient, ses poumons haletaient dans l'air raréfié. Derrière eux, l'échange de tirs continuait, s'estompant progressivement à mesure que la distance augmentait. Ils atteignirent la zone d'atterrissage 35 minutes plus tard, les poumons brûlants, les munitions de tout le monde basse. Les Blackhawks arrivèrent rapidement, touchant à peine le sol avant que l'équipe ne monte à bord. Emma fut la dernière à monter la rampe, Mackenzie la tirant à bord alors que l'hélicoptère décollait. Par la porte ouverte, elle pouvait voir la vallée s'éloigner. De la fumée s'élevait du complexe. Danny était mort. Vance était blessé, son arme détruite, sa mission échouée
échoué, mais il était vivant. Et vivant signifiait dangereux. Morrison se déplaça dans l'hélicoptère, vérifiant chaque membre de l'équipe. Lorsqu'il arriva à Mackenzie, il lui tendit la main. Le téléphone. Mackenzie le lui tendit. Morrison l'examina, son visage sculpté dans la pierre. Quand nous serons de retour à la base, personne n'en parlera, à personne, pas avant que nous ayons trouvé qui a planté ça. Il regarda Emma. Vous comprenez? Quelqu'un à la FO Wolverine les avait trahis, quelqu'un ayant accès à des opérations classifiées, et tant que nous ne saurons pas qui nous pouvons faire confiance, personne. Emma hocha la tête. Son esprit travaillait déjà sur les implications. La planification de la mission avait été restreinte. Seul Morrison, Mackenzie et une poignée d'officiers à la base auraient eu connaissance des détails, les coordonnées d'insertion, le timing, la cible spécifique. Quelqu'un dans ce petit cercle était un traître. L'hélicoptère vira brusquement, se dirigeant vers l'espace aérien ami. Emma ferma les yeux, laissa l'adrénaline se vider lentement de son système. Elle avait fait le tir. Danny était mort. Vance était neutralisé, du moins temporairement. Mais quelque chose la taraudait. Quelque chose dans la façon dont Vance s'était positionné, la façon dont il avait attendu. Ce n'était pas seulement des tactiques anti-snipers. C'était personnel. Il avait étudié les méthodes de son grand-père, dédié son tire record à la mémoire de Robert Caldwell, et maintenant elle avait détruit son fusil, ruiné sa mission, lui avait coûté sa cible. Des hommes comme Vance n'oubliaient pas des choses comme ça. La guerre entre eux venait juste de commencer. Le Black Hawk a atterri à la Phobe Wolverine à 08h37. Les bottes d'Emma ont touché le tarmac, ses jambes instables à cause du choc d'adrénaline et de l'épuisement. Le soleil montait déjà vers une chaleur brutale de midi, transformant la base en four. Autour d'elle, l'équipe s'est dispersée vers le débriefing. Chaque homme portant le poids d'une mission qui avait remodelé tout ce qu'il pensait savoir sur les limites. La main de Morrison sur son épaule l'arrêta. « Caldwell, mon bureau, 5 minutes. » Elle hocha la tête, le regarda s'éloigner. Mackenzie se tenait à proximité, le téléphone satellite confisqué maintenant dans un sac de preuves sous le bras de Morrison. Le visage du chef était tiré, pâle sous son bronzage. Être accusé de trahison, même implicitement, avait creusé quelque chose en lui. « Chef, » dit Emma doucement. Il la regarda. « Je n'ai pas planté ce téléphone, je veux que vous le sachiez. »« Je sais. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que si vous travailliez avec Vance, vous m'auriez laissé faire ce tir sur lui. Me laisser m'exposer. Me laisser me tuer. Vous ne l'avez pas fait. Vous m'avez couverte. » Emma ajusta la maillette de son fusil sur son épaule. « Celui qui l'a planté veut que nous nous battions les uns les autres. Veut que nous doutions. Nous ne leur donnerons pas ça. » Quelque chose comme un soulagement traversa le visage de Mackenzie. « Merci. Ne me remerciez pas encore. Nous devons encore découvrir qui l'a planté. » Elle le laissa là, se dirigea vers le bâtiment en contreplaqué qui abritait le bureau de Morrison. À l'intérieur, l'air était légèrement plus frais, circulé par un ventilateur qui semblait mourir. Morrison était assis derrière son bureau, non pas avec le téléphone satellite, mais avec autre chose. Un sac de preuves transparent contenant un autre téléphone, l'écran fissuré, mais toujours lumineux. Fermez la porte. Emma le fit, prit la chaise proposée. La force de réaction rapide a récupéré le corps de Vance il y a 20 minutes. Morrison fit glisser le sac de preuves. Il avait ça sur lui. Message tapé mais non envoyé, adressé à vous. Emma prit le sac, lut l'écran. Le texte était petit, serré mais lisible. Emma Thorne Caldwell, si vous lisez ceci, vous avez fait un tir que je ne pensais pas possible. 3h47 milles, vous venez de battre mon record de 158 000. J'ai étudié le travail de votre grand-père pendant 20 ans. Robert Caldwell a façonné tout ce que je suis devenu en tant que sniper.
Quand j'ai fait mon tir de 30 mètres en Irak, je l'ai dédié à sa mémoire. Je pensais honorer son héritage. J'avais tort. Corée 1952. Votre grand-père a épargné un observateur nord-coréen âgé de 19 ans. Cet observateur a eu un fils qui est devenu un instructeur légendaire dans leur armée. Cet instructeur a formé des conseillers étrangers dans les années 1990 lors d'exercices conjoints, y compris moi. La miséricorde de votre grand-père a créé une lignée de snipers. Je suis la corruption de cette lignée. J'ai pris tout ce qu'il a enseigné à travers cette lignée, à travers l'étude de ses méthodes, et l'ai vendu pour de l'argent, pour la fierté, pour prouver que je pouvais surpasser la légende. Mais je n'ai jamais compris ce qui le rendait légendaire. Ce n'était pas la distance, c'était le jugement. La taupe à la phobe Wolverine n'est pas Mackenzie. C'est juste une cible psychologique. Le véritable traître est le colonel Augustus Stanton. Il vend des renseignements depuis 3 ans. Paiement 8,7 millions de dollars sur des comptes offshore. Les dettes de jeu et le chantage l'y ont poussé. Stanton vous tuera tous pour se protéger. Il a planté ce téléphone sur McKinsey lors de la vérification finale de l'équipement. Il m'a prévenu que vous veniez. Il dirige cette opération depuis le début. Vous êtes la véritable héritière de l'héritage de Robert Caldwell. Ne laissez pas Stanton le corrompre comme je l'ai fait. Votre tir de 3,47 mètres vient de prouver qui est le véritable maître. Votre grand-père serait fier. Marcus Vance. Emma le lut 2 fois. Ses mains étaient fermes, mais son esprit s'emballait sur les implications, les connexions, les menaces. « Est-ce crédible? » demanda-t-elle. La CIA vérifie les finances de Stanton maintenant. Mais oui, tout ce que Vance a dit correspond au schéma que nous avons observé. La mâchoire de Morrison se serra. 11 opérations compromises en 6 mois, chacune d'entre elles après l'arrivée de Stanton. Le timing est parfait. Si Stanton sait que nous le surveillons, il s'enfuira ou éliminera les témoins. Morrison se pencha en avant. C'est pourquoi nous agissons vite. La CIA prépare des mandats d'arrêt au moment où nous parlons. Mais Caldwell, Stanton ne connaît pas encore ce message. Vance ne l'a jamais envoyé. Nous l'avons récupéré sur son corps. Cela nous donne un avantage. Que voulez-vous que je fasse? J'ai besoin que vous agissiez normalement. Allez au débriefing à 14 heures. Ne laissez pas Stanton savoir que nous sommes sur lui. Laissez-le penser que nous chassons toujours des fantômes. Les yeux de Morrison étaient durs. La CIA agira ce soir. Discrètement. Au matin, ce sera fini. Emma hocha la tête, mais son instinct hurlait. Des hommes comme Stanton ne survivaient pas 4 décennies dans les opérations spéciales en étant inconscients. S'il sentait le moindre changement dans la façon dont les gens le regardaient, comment ils agissaient autour de lui, il le saurait. Monsieur, et s'il s'enfuit avant? Toutes les sorties sont surveillées. Il ne quittera pas cette base sans que nous le sachions, à moins qu'il n'ait une aide que nous ne connaissons pas. Morrison fut silencieux un instant. Alors nous nous en occuperons quand cela arrivera. Pour l'instant, reposez-vous. Vous avez l'air d'un cadavre. Avec respect, monsieur. Vous aussi. Il a presque souri. Rompez. Ces quartiers lui semblaient étouffants. Emma retira son équipement. Chaque pièce placée exactement là où elle devait être. La Remington 700 est allée dans son étui après un nettoyage en profondeur. Le fusil était parfait. Il l'était toujours. Elle avait 4 heures avant le débriefing. Devrait dormir, ne pouvait pas. Au lieu de cela, elle a sorti le journal de son grand-père, a trouvé l'entrée de décembre 1952. 2 semaines après le tir qu'il n'a pas pris, ils ont trouvé l'observateur que j'ai laissé partir mort. Exécuté par ses propres officiers pour désertion. Il avait 19 ans, avait une femme et un bébé à Pyongyang, selon les gars du renseignement. Je me suis dit que la miséricorde valait le coup. Peut-être que oui, peut-être que non, mais je ne saurais jamais si l'épargné a sauvé des vies ou a juste prolongé sa souffrance. Tout ce que je sais, c'est que j'ai fait un choix
et qu'un gamin de 19 ans est mort quand même, juste plus lentement et plus douloureusement que si j'avais appuyé sur la gâchette. La guerre n'a pas de réponse claire, juste des choix et des conséquences. Emma ferma le journal. La miséricorde de son grand-père avait créé une lignée. Le fils de cet observateur devint instructeur, formant Marcus Vance, et Vance avait tué 15 Américains. La chaîne des conséquences s'étendait sur 60 ans et un océan. Mais Vance était mort maintenant, abattu par un tir à 3,47 mai. Un tir que son grand-père n'aurait jamais pu imaginer quand il avait construit ce fusil, quand il lui avait enseigné la mathématique de la mort. Elle se recoucha sur son lit de camp, fermant les yeux. Le sommeil vint par fragments, brisé par des images. Vance dans la cour, le recul du Barrett, l'arc impossible de la balle, l'impact qui a mis fin à un homme qui avait passé 20 ans à essayer de surpasser un héritage qu'il n'a jamais compris. À 13h45, elle abandonna, s'aspergea le visage d'eau, se dirigea vers la salle de briefing. L'équipe était déjà rassemblée. Morrison se tenait à l'avant, le visage sculpté dans le granit. Mackenzie était assis au premier rang, blanchi maintenant, mais portant toujours le poids de l'accusation. Le reste des SEALs était dispersé dans la pièce, leur camaraderie habituelle tendue par la suspicion et l'épuisement. Debout contre le mur du fond, en tenue de combat impeccable malgré la chaleur, le colonel Augustus Stanton. Emma l'étudia en entrant. 61 ans, cheveux argentés, posture droite. Sa poitrine portait des rangées de rubans, des étoiles de bronze, des cœurs pourpres, des médailles de campagne de la Grenade à l'Irak. 4 décennies de service, de sacrifice, de leadership, ou 4 décennies de construction de la couverture parfaite. Messieurs quartier-maître Caldwell. La voix de Morrison coupa le murmure. L'opération Phantom Thunder est officiellement close. Cible primaire, Khaled Dani est tué au combat, confirmé par surveillance drone et récupération au sol. Cible secondaire. Marcus Vance est également tué au combat. Élimination confirmée à une portée de 347 mètres. La pièce devint absolument silencieuse puis explosa. 32 ans. C'est plus de 2 miles. Comment est-ce même possible? Morrison leva la main. Le silence retomba. Le quartier-maître Caldwell a fait le tir avec un Barrett M82A1, tenant compte des conditions de vent extrêmes, du mirage de chaleur et du terrain. L'élimination est confirmée, vérifiée et sera soumise pour certification record. Il regarda directement Aimé. La plus longue élimination de combat confirmée dans l'histoire militaire des États-Unis. Le record précédent était de 3,89 minutes. Caldwell l'a dépassé de 158 mètres. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Emma garda son visage neutre, mais elle pouvait en sentir le poids. Pas de fierté, pas de satisfaction, juste la connaissance que les mathématiques, l'entraînement et l'héritage de son grand-père avaient convergé en un seul moment d'exécution parfaite. Maintenant, Morrison continua, à propos de l'opération compromise. Il afficha l'image du téléphone satellite trouvé sur Mackenzie. Cet appareil a été utilisé pour transmettre nos coordonnées d'insertion aux forces ennemies. Quelqu'un l'a planté. Quelqu'un a trahi cette opération. La CIA enquête et toute personne associée à cette mission est sous surveillance jusqu'à ce que nous trouvions des réponses. Le colonel Stanton s'avança. Commandant Morrison, si je puis me permettre. Morrison lui fit signe de continuer. C'est une violation grave, mais nous devons la gérer avec prudence. Celui qui a fait cela nous observe, évaluant notre réaction. Nous devons être méthodiques, rigoureux et surtout patients. Se précipiter pour juger ne fera que... Avec tout le respect, colonel, dit Emma, sa voix traversant la pièce. Tout le monde se tourna. Être patient, c'est comme ça que nous avons eu 15 Américains tués par Vance. Être méthodique, c'est comme ça que la taupe a opéré pendant 6 mois. Peut-être que ce dont nous avons besoin, c'est d'une action décisive.
Les yeux de Stanton la trouvèrent, l'évaluèrent. Quartier-maître Caldwell, le sniper. C'était un travail extraordinaire aujourd'hui. Je fais juste mon travail, monsieur. Le travail que vous avez fait exceptionnellement bien. 3 sur 47 000. C'est au-delà de l'exceptionnel. C'est historique. Le sourire de Stanton n'atteignit pas ses yeux. Dites-moi, comment avez-vous calculé pour la portée extrême? La plupart des tireurs d'élite l'auraient considéré impossible. La question semblait innocente, mais Emma sentit la sonde en elle, la façon dont il la testait, l'évaluant comme une menace ou un atout. Le Barrett a une vitesse initiale suffisante pour atteindre cette distance. La balle, .50 BMG, conserve suffisamment d'énergie même à portée extrême. J'ai calculé la chute de balle à 56,8 MOA, la dérive du vent à 14,2 MOA, l'effet Coriolis et le fait que la balle serait subsonique à l'impact, ce qui affecte la balistique terminale. Les SMAT étaient complexes mais réalisables. Et vous avez eu le temps de faire tous ces calculs pendant que Vance bougeait? J'ai eu 3 secondes, monsieur, ce qui est tout ce dont j'avais besoin. Stanton hocha lentement la tête. Votre grand-père serait fier. Robert Caldwell était une légende. Corée 1952. Ses méthodes sont encore enseignées aujourd'hui. Il fit une pause. En fait, je crois que Marcus Vance a étudié ces méthodes de manière approfondie, a essayé de les surpasser. Cela devait être personnel, le descendre. Emma soutint son regard. Ce n'était pas personnel, monsieur. C'était opérationnel. Vance était une menace. J'ai neutralisé cette menace. Le fait qu'il ait étudié le travail de mon grand-père est sans importance pour les exigences de la mission. Bien sûr, Stanton se retourna vers Morrison. Commandant, continuez votre enquête. Vous avez mon soutien et ma coopération plein et entier. Je me mettrai à la disposition de la CIA chaque fois que nécessaire. Il se dirigea vers la porte, fit une pause et « Commandant, soyez très prudent à qui vous faites confiance. La trahison vient souvent de directions inattendues. » Après son départ, la tension dans la pièce était palpable. Morrison a poursuivi le briefing, parcourant la chronologie, demandant à chaque membre de l'équipe de rendre compte de ses mouvements pendant la préparation pré-mission. Emma écoutait, mais son esprit était ailleurs. Stanton avait sondé, testé pour voir si elle savait quelque chose. La façon dont il avait posé des questions sur ses calculs, sur la nature personnelle du tir sur son grand-père. Il cherchait des signes, toute indication qu'elle le soupçonnait. Le débriefing s'est terminé à 16h30. Emma retournait à son quartier quand des pas s'approchèrent par derrière. Quartier-maître Caldwell. Elle se retourna, le Major Reeves, mince et anguleuse, les yeux de l'officier de renseignement, ne manquant rien. « Marchez avec moi. » Ce n'était pas une demande. Emma se mit au pas alors qu'il la conduisait loin des bâtiments principaux vers la clôture périmétrique où des tours de garde surplombaient la vallée. C'était une performance impressionnante. Reeves dit « Tenir tête à un colonel en titre. Peu de jeunes enrôlés ont ce genre de crâne. » J'ai répondu honnêtement à ces questions, monsieur. Vous avez fait plus que ça. Vous l'avez défié, vous avez résisté. Reeves s'arrêta à la clôture, regardant les montagnes. Dites-moi quelque chose. Qu'avez-vous pensé quand Stanton posait des questions sur votre grand-père? Emma a soigneusement réfléchi à sa réponse. J'ai pensé qu'il en savait plus qu'il ne devrait, et je me suis demandé pourquoi il était si intéressé à savoir si le tir était personnel. Intelligent. Reeves se tourna pour lui faire face. Voici ce que je vais vous dire. Et cette conversation n'a jamais eu lieu. Compris? Oui, monsieur. Augustus Stanton est à la base depuis 6 mois. Pendant ce temps, 11 opérations ont été compromises. Des cibles qui ont disparu avant que nous ne les touchions. Des embuscades qui n'auraient pas dû être possibles. 15 victimes américaines qui auraient pu être évitées. La voix de Reeves était clinique, plate. Chaque opération compromise avait une chose en commun. Stanton avait accès à la planification. Le pool de masse s'accéléra. Vous pensez qu'il est la taupe?
Je sais qu'il est de la taupe, mais je ne peux pas le prouver. Pas encore. La CIA travaille sur l'aspect financier, traçant les comptes, suivant les pistes d'argent. Mais cela prend du temps. Il la regarda dans les yeux. Combien Morrison vous a-t-il dit sur le téléphone de Vance? Tout, monsieur. Alors vous savez que Vance a dénoncé Stanton. Cela nous donne une cause probable. Mais il nous faut plus. Il nous faut des preuves qui tiendront devant une cour martiale. Ce qui signifie que nous devons être très, très prudents quant à la manière de procéder. Reeves jeta un coup d'œil vers les bâtiments. Stanton est un survivant. 4 décennies dans les opérations spéciales. S'il ne serait-ce que soupçonne que nous nous rapprochons, il s'enfuira ou détruira les preuves. Ou il éliminera les menaces, acheva Emma. Exactement. Quand la CIA bouge-t-elle? 02 heures. Arrestation discrète, personnel minimum. Au matin, ce devrait être fini. Reeves sortit un petit appareil qui ressemblait à un stylo. Mais si quelque chose tourne mal, si Stanton bouge avant, alors j'ai besoin que vous ayez cet enregistreur. S'il vous approche, s'il essaie de vous faire taire ou de vous recruter ou quoi que ce soit d'autre, vous portez ça. Faites-le parler. Obtenez des preuves. Emma prit l'appareil. Monsieur, vous me demandez d'enquêter sur un officier supérieur sans autorisation. Je vous demande de vous protéger et de recueillir des preuves si une opportunité se présente. Il y a une différence. Reeves commença à marcher en arrière. Reposez-vous, Caldwell. Cette nuit pourrait devenir intéressante. Emma est retournée à son quartier, l'enregistreur dans sa poche. Elle l'a accroché à son col de chemise, caché sous le tissu, juste au cas où. Les heures ont rampé. Elle était allongée sur son lit de camp, regardant le plafond, rejouant des scénarios. Si Stanton s'enfuyait, où irait-il? S'il se battait, comment ferait-il? S'il savait qu'il venait, quelle serait sa réponse? À 0, quelqu'un a frappé à sa porte, urgent, agressif. Emma s'est levée instantanément, arme à la main. Identifiez-vous. Mackenzie. Emma, nous avons une situation. Stanton sait. Elle a ouvert la porte. Mackenzie avait l'air mort. Derrière lui, Morrison, entièrement armé, gilet tactique, arme prête. La CIA est allée arrêter Stanton à 1h45, dit Morrison. Ses quartiers sont vides. Effet personnel disparu. Il s'est enfui. Comment a-t-il su? Nous pensons qu'il a quelqu'un à l'intérieur de la CIA ou qu'il surveille les communications. Ça n'a plus d'importance maintenant. Morrison a vérifié sa montre. Mais il n'a pas quitté la bataille à toutes les sorties sont verrouillées, les gardes doublés. Il est piégé ici quelque part. Où irait-il? Oh, demanda Emma. Armurerie, dit Mackenzie. Il aurait besoin d'armes, de munitions, de fournitures pour une évasion. Nous avons des équipes qui fouillent, mais une explosion secoua la base. Pas proche, mais grosse. Le bâtiment trembla. Les alarmes incendie commencèrent à hurler. La radio de Morrison crépita. Toutes les stations, ainsi aussi. Incendie majeur au dépôt de carburant. Possible sabotage. Les équipes d'urgence répondent. Tout le personnel, signalez-vous à... Morrison coupa la radio. Diversion. Il bouge pendant que tout le monde est distrait par le feu. Classique détournement d'attention. Où? Emma était déjà en mouvement, saisissant son gilet, son arme. Dépôt de véhicule, dit Morrison. Il a besoin d'un véhicule pour enfoncer les portes. Un Humvee avec suffisamment de masse et de blindage pourrait passer s'il est assez désespéré. Ils coururent à travers le chaos, les soldats se dirigeant vers le feu, la fumée s'élevant dans le ciel nocturne. Des ordres étaient criés, la confusion partout. Personne ne regarda 2 fois 3 opérateurs se déplaçant dans la direction opposée. Le dépôt de véhicules était une grande zone ouverte avec des rangées de véhicules garés en ligne nette. La plupart étaient sobres et inactifs, verrouillés pour la nuit. Mais à l'extrémité, au-delà des lumières du poste d'entretien, un bruit de moteur,
un Humvee reculant de son emplacement, les phares coupant l'obscurité embrumée de fumée. Là, pointa Mackenzie. Le Humvee accéléra vers eux, le moteur rugissant. Emma pouvait voir le visage du conducteur, Stanton, illuminé par les lumières du tableau de bord, la mâchoire serrée de détermination. Il ne s'arrêtait pas, ne ralentissait pas. C'était un homme qui avait fait son choix et s'y était entièrement engagé. Morrison leva son M4. Dégagé. Mais Emma était déjà en mouvement. Non pas en s'éloignant, mais en s'approchant, courant en diagonale, calculant la vitesse et la trajectoire avec la même précision qu'elle utilisait pour la balistique. Le Humvee était massif, blindé, imparable, mais il avait des angles morts. Elle a parfaitement calculé son approche. Alors que le Humvee passait en rugissant, elle a saisi la poignée de la portière, l'a tirée, verrouillée. Son élan l'a portée sur le marchepied et elle a brisé la vitre du conducteur avec la crosse de son fusil. Le verre de sécurité a explosé vers l'intérieur. Stanton a viré brusquement, essayant de la faire tomber. Emma a passé son bras à travers le cadre de la fenêtre et verrouillé sa prise. Le vent la déchirait, le trottoir s'estompait sous ses pieds, mais elle a tenu bon. Arrêté le véhicule. Au lieu de cela, il a accéléré. La porte principale était devant, les barrières visibles au loin, les gardes se précipitant pour réagir. Il allait la percuter, la traverser en force, disparaître dans la nuit afghane. Stanton a sorti une arme de poing de son gilet, a essayé de la pointer vers elle à travers la fenêtre brisée. Emma a saisi son poignet, l'a tordu violemment. L'arme a tiré, assourdissant dans l'espace confiné, la balle traversant le toit. Dans ce moment de distraction, elle a passé son bras autour de son cou, l'a tiré loin du volant. Le Humvee a viré violemment et heurté une barrière en béton à 60 km/h. L'impact a été catastrophique. Le véhicule a basculé, a roulé, s'est immobilisé sur le côté dans un hurlement de métal torturé et de verre brisé. Emma avait sauté au dernier moment, a atterri en roulade, s'est relevée en position de combat, son arme levée. Son épaule lui hurlait de douleur là où elle avait atterri, mais rien ne semblait cassé. Morrison et Mackenzie l'ont rejointe quelques secondes plus tard. « Ça va? »« Bien, arrêtez Stanton. » Ils ont tiré le colonel de l'épave. Il était vivant, blessé, saignant d'une blessure à la tête, le bras gauche tordu dans un angle anormal, mais conscient. Morrison lui a attaché les mains derrière le dos avec des attaches épées, pendant que Mackenzie vérifiait le véhicule pour toute autre menace. « Augustus Stanton, » dit Morrison, sa voix formelle et froide, « vous êtes en état d'arrestation pour trahison, espionnage, conspiration et le meurtre de membres des forces armées américaines. » Stanton regarda Emma à travers le sang qui coulait sur son visage. « Tu n'as pas pu laisser tomber. Vance te l'a dit, n'est-ce pas? Le message. Il l'a fait. J'aurais dû te tuer dans la vallée. Un appel, un petit ajustement à la position de Vance. Il aurait pu t'éliminer avant que tu ne terres. » Stanton rit, un son humide et gargouillant. « Mais j'ai pensé que tu allais rater. Tout le monde disait que 3200 mètres était impossible. Si tu avais raté, si Vance avait survécu, rien de tout cela n'aurait eu d'importance. Je serais resté net. » « Mais je n'ai pas raté, » dit Emma doucement. « J'ai fait le tir à 347 mètres et puis j'en ai fait un autre, et je continuerai à en faire, colonel. Tant que des gens comme vous trahiront des gens comme nous. » Stanton cracha du sang. « Votre grand-père aurait compris. Parfois, la survie exige des compromis. Parfois, il faut faire des affaires pour rester en vie. Mon grand-père a compris que certains compromis vous coûtaient votre âme. Vous avez perdu la vôtre pour 8 millions de dollars. Il n'aurait jamais compris cela. Il ne l'aurait jamais pardonné. Votre grand-père était un imbécile. Il a laissé partir un ennemi en Corée. Le fils de cet ennemi a entraîné l'homme qui a tué 15 Américains. Sa miséricorde a créé Vance.
Sa miséricorde a créé un héritage d'honneur que vous avez corrompu. Vance au moins l'a compris à la fin. Vous ne le ferez jamais. La police militaire est arrivée et prit Stanton en garde à vue. Les médecins ont vérifié l'épaule d'Emma, contusionnée mais fonctionnelle. Morrison est resté avec elle alors qu'il regardait Stanton être chargé dans une ambulance, les mains toujours liées, carrière, liberté et honneur disparus dans un pari désespéré. « Tu aurais pu être tué en sautant sur ce Humvee, dit Morrison. Mais je ne l'ai pas été, et maintenant il ne s'échappera pas. Morrison étudia son visage dans l'obscurité de l'aube. Vous n'avez pas encore fini, n'est-ce pas? Cette guerre, ce combat. Non, monsieur, je ne fais que commencer. 2 semaines plus tard, la cérémonie fut petite et classifiée. Juste l'équipe. Une poignée d'officiers autorisés pour l'opération et un général 2 étoiles qu'Emma n'avait jamais rencontré. Le soleil afghan battait la formation assemblée dans une zone dégagée de la FO Wolverine. Quartier-maître de première classe Emma Thorne Caldwell lut le général des ordres officiels. Pour bravoure et intrépidité manifeste et action contre les forces ennemies, pour excellence tactique dans des conditions extrêmes résultant en l'élimination de 2 cibles de grande valeur, pour des actions ayant directement conduit à la capture d'un traître au sein de nos rangs, empêchant d'autres pertes de vie américaines. Vous êtes par la présente décoré de la Bronze Star Medal avec dispositif de valeur. Morrison l'épingla sur sa poitrine. Emma se tint au garde à vous, sentant le poids de celle-ci, non pas la médaille elle-même, mais tout ce qu'elle représentait. 15 Américains vengés, un traître arrêté, l'héritage honoré. Ensuite, Morrison l'a tiré à part, loin des autres. Vous avez des ordres. École de tireurs d'élite de reconnaissance, poste d'instructeur à Quantico. Ils veulent que vous enseigniez à la prochaine génération. Il sourit légèrement. La plus jeune instructrice qu'ils aient jamais eue. Votre grand-père serait fier. Il dirait que j'ai encore beaucoup à apprendre. Ou tous, mais ce tir, 32 à 47 moyens, conditions de combat, portée extrême. Cela entrera dans les livres d'histoire. Caldwell, le plus long tir confirmé au combat dans l'histoire militaire des États-Unis. Vous avez battu le record de Vance. Vous avez battu le record de tout le monde. Emma y a réfléchi. Au message de Vance, au journal de son grand-père, à l'héritage et aux choix et aux tirs qui vous définissent. Monsieur, puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Pensez-vous que j'ai fait le bon choix? En prenant ce 2e tir sur Vance, j'aurais pu le laisser s'enfuir après avoir détruit son fusil, le laisser disparaître au Pakistan, devenir le problème de quelqu'un d'autre. Mais j'ai fait le tir mortel. Morrison fut silencieux un long moment, regardant les hélicoptères décoller au loin. Votre grand-père a épargné quelqu'un en Corée. Cet acte de miséricorde a créé la lignée qui a finalement entraîné Vance, qui a ensuite tué 15 Américains. Parfois, la miséricorde a des conséquences que nous ne pouvons pas prédire. Parfois, elle résonne à travers des décennies. Alors j'avais raison de le tuer? Vous avez eu raison de faire le choix basé sur le jugement, pas sur l'émotion. Vance a choisi sa voie, trahison, profit, plutôt que l'honneur, en entraînant l'ennemi. Vous avez choisi de mettre fin à cette menace. La différence, c'est que votre choix a protégé des gens. Le sien les a mis en danger. Morrison la regarda dans les yeux. Ne vous remettez pas en question, Caldwell. Vous avez fait ce qui devait être fait. Votre grand-père comprendrait cela. 3 mois plus tard, Emma se tenait devant 24 étudiants lors de leur premier jour à l'école de tireurs d'élite de reconnaissance Richmond. La salle de classe à Quantico était stérile, institutionnelle, rien à voir avec les montagnes d'Afghanistan, mais le poids de l'attente était le même. De jeunes visages la regardaient, principalement des hommes avec 3 femmes dispersées parmi eux. Tous la regardant avec un mélange de curiosité et de scepticisme. Elle avait 27 ans. Certains de ses étudiants étaient plus âgés. Je suis le quartier-maître Caldwell. Mon tir record est de 347 mains.
Je l'ai fait en Afghanistan en septembre 2011. Le plus long tir confirmé au combat dans l'histoire militaire des États-Unis. La pièce était silencieuse, impressionnée. Une certaine incrédulité persistait encore. Ce n'est pas pourquoi vous devriez m'écouter. Emma sortit le journal en cuir, adouci par une vie de manipulation. Le record de mon grand-père était de 286. Il l'a fait en Corée en novembre 1952. Mais son tir le plus important, elle brandit le journal, fut celui qu'il n'a pas pris, celui où il a choisi la miséricorde plutôt que la mission. Elle a marché le long du premier rang, établissant un contact visuel avec chaque étudiant. Tirer, c'est de la physique, vitesse du vent, densité de l'air, chute de balle, effet Coriolis, dérive gyroscopique. Je peux vous enseigner tout cela au cours des 12 prochaines semaines. Vous apprendrez à tout calculer au millimètre près. Vous apprendrez à compenser des facteurs auxquels la plupart des gens ne pensent jamais. Vous deviendrez des experts en mathématiques de la mort. Elle a ouvert le journal à l'entrée de son grand-père. L'a lu à haute voix. Le tir le plus difficile n'est pas le plus long. C'est de savoir quand ne pas le prendre. Un étudiant, jeune marine, à peine 20 ans, leva la main. Madame, avec respect, vous avez pris le tir. Plusieurs tirs. Comment cette citation s'applique-t-elle? Parce que j'ai fait le choix basé sur le jugement, pas sur le réflexe. Chaque fois que j'ai appuyé sur la gâchette, j'avais calculé non seulement la balistique, mais les conséquences. Ce tir sauverait-il des vies américaines? Le fait de ne pas le prendre les mettrait-il en danger? Était-ce la bonne cible, le bon moment, le bon choix? Emma ferma le journal, le posa sur le pupitre devant elle. Mon grand-père a choisi la miséricorde quand la miséricorde était appropriée. Un jeune de 19 ans effrayé qui a fait le choix de courir au lieu de se battre. J'ai choisi la justice quand la justice était nécessaire. Un traître qui avait tué 15 Américains et en aurait tué davantage. Les deux décisions exigeaient le même jugement éclairé. Elle regarda chaque visage à son tour. Au cours des 12 prochaines semaines, je vais vous apprendre à tirer plus loin que vous ne le pensez possible. Je vais vous apprendre à calculer des variables que la plupart des gens ne peuvent même pas nommer. Je vais faire de vous des armes, précises, létales, imparables. Elle fit une pause. Mais plus que cela, je vais vous apprendre à penser, à juger, à comprendre qu'être un tireur d'élite n'est pas une question de distance ou de nombre de corps ou de records. Il s'agit de faire le bon choix quand des vies en dépendent, parce que n'importe quel imbécile peut appuyer sur une gâchette. Il faut de la sagesse pour savoir quand cette pression sur la gâchette compte. Après le cours, elle était seule sur le champ de tir. Le soleil de fin d'après-midi peignait la Virginie de nuances ambrées. Elle installa une cible à 2000 mètres. Pum! Le tir le plus long, mais une distance respectable. Une distance que son grand-père aurait appréciée. Le Remington 700 lui allait bien en main. Son fusil, maintenant le sien. Transmis par le sang et l'entraînement et la compréhension que certains héritages valaient d'être portés. Elle chambrait une cartouche. Le vent était calme, 5 miles par heure de 3 heures. Température 78 degrés, humidité modérée. Altitude négligeable comparée à l'Afghanistan. Toutes les variables s'alignaient parfaitement. Elle s'installa en position. Sa respiration ralentit. Son rythme cardiaque baissa. Les réticules de la lunette trouvèrent la cible avec une facilité exercée. Et dans ce moment avant le tir, dans le calme que chaque tireur d'élite connaît, elle entendit la voix de son grand-père. Pas un souvenir, pas une imagination. Quelque chose de plus profond. Tu comprends maintenant, Emma, ce n'est pas une question de distance. Ça n'a jamais été une question de distance. Il s'agit de faire le bon choix quand ça compte le plus. C'est ça l'héritage. C'est ce que j'ai essayé de t'enseigner tous ces étés au ranch. Emma sourit. Je comprends, papy. Finalement, elle a pressé la gâchette. La Remington a dit sa vérité. 3 secondes de vol. La balle a tracé son chemin à travers l'air de Virginie, suivant les mathématiques qui ne mentent jamais, obéissant à la physique qui ne se souciait pas de l'héritage ou de l'honneur
ou du poids du choix. La cible a sonné en plein centre. Emma se leva, le fusil sur le dos. Derrière elle, elle pouvait entendre la prochaine classe se former. Des voix appelant, du matériel étant distribué, les sons de personnes se préparant à apprendre quelque chose qui les changerait pour toujours. 24 étudiants qui apprendraient à calculer la chute de balles et la dérive du vent et l'effet Coriolis, qui apprendraient à tirer plus loin qu'ils n'auraient jamais rêvé, qui deviendraient la prochaine génération de tireurs d'élite américains, mais plus important encore, qui apprendraient le jugement, qui comprendraient que le fusil n'était que du métal et que le tir n'était que de la physique. Mais le choix était tout. Emma a marché vers la salle de classe, vers ses étudiants, vers l'avenir qu'elle aiderait à façonner. La guerre continuerait. Il y aurait toujours une autre menace, un autre Vance, un autre Stanton. Mais il y aurait aussi des gens comme Emma, comme son grand-père. Des gens qui comprenaient qu'être un tireur d'élite n'était pas seulement une question de distance que l'on pouvait atteindre. C'était la sagesse de savoir quand l'atteindre. Et c'était une leçon qui valait la peine d'être transmise. Derrière elle, le soleil se couchait sur Quantico. Le champ de tir est devenu silencieux. Demain, elle enseignerait. Demain, une nouvelle génération commencerait à comprendre. Mais ce soir, elle s'est accordée un moment de paix. Un moment pour sentir le poids de la Bronze Star sur sa poitrine. Le souvenir du journal de son grand-père dans son sac. La connaissance qu'elle avait honoré son héritage non pas en surpassant sa distance, mais en comprenant sa sagesse. Le tir le plus difficile n'est pas le plus long. Elle le savait maintenant.